Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où il est temps de faire le point sur les questionnaires que j'ai diffusés à la fin de l'année 2019 et au début de l'année 2020. Alors au total, il y a eu 1418 réponses collectées au travers de la diffusion sur les réseaux sociaux et en plus, on compte 376 réponses de médecins. Les réponses du dernier blog vont vous surprendre. Mais avant de parler des résultats, on va faire un petit peu de méthode. Pourquoi de la méthode ? Parce que ça va nous permettre, avant de voir les résultats, de connaître les points forts, mais aussi et surtout les limites que les questionnaires pourraient avoir. Ça permet de ne pas extrapoler les résultats de manière disproportionnée. Les questionnaires ont été élaborés en 4 blocs. Un bloc avec des données démographiques, un autre bloc sur la génétique, disons, biologique, un bloc ensuite sur la génétique en médecine, et enfin un bloc sur les maladies rares. J'ai mis dans la description un document avec le questionnaire si vous voulez le relire ou si vous en avez besoin. La première chose à faire, c'est de savoir s'il y a déjà des questionnaires ou des sondages sur les mêmes thématiques. Alors, la réponse est non pour la génétique, mais oui pour les maladies rares. Une fois que l'on sait ça, on s'inspire largement des questions, car à la fin, ça peut permettre de comparer les réponses des différents travaux. Ensuite, on va cibler des populations. Alors initialement, il y avait celles qu'on pouvait trouver sur les réseaux sociaux, et puis il y avait aussi des communications institutionnelles. Un relais de mail par l'institution. Donc, je disais, par communication institutionnelle, il y avait les lycéens de l'Académie de Poitiers, les étudiants de l'Université de Poitiers et les médecins de Nouvelle-Aquitaine. Bon, pour les lycéens et les étudiants, c'est loupé. Initialement, on pourrait se dire que l'on va récupérer un échantillonnage aléatoire des populations ciblées. Et si c'est aléatoire, ça va être très probablement représentatif de nos populations. Mais ces populations que l'on a ciblées, on ne va pas les obliger à répondre au questionnaire. Et oui, répondre à un questionnaire, c'est un acte volontaire. Donc, il faut savoir que l'on va avoir un biais dans la population qui va répondre à ces questionnaires, et qui très probablement est plus touché par les problématiques du questionnaire en question. Et enfin, on va regarder un peu si notre questionnaire tient la route. En gros, si les questions sont pertinentes, sont bien comprises, et pour ça on fait un petit test avant, etc. etc. On regarde donc sa validité. Mais il faut bien se dire que l'on n'est pas en train d'utiliser un outil standardisé, éprouvé par plusieurs études publiées. On vient de fabriquer notre outil, et peut-être qu'il n'est pas top. Pour résumer, c'est la première fois qu'on utilise ces questions. Les questionnaires sont basés sur le volontariat, ils durent une dizaine de minutes, ce qui fait que l'on a peu de questions qui se recoupent et donc il est difficile de savoir si les réponses de certaines sont liées au hasard ou non. Ok, la mise au point étant faite, maintenant on peut passer aux questions et on commence avec la démographie et la première petite surprise de ces questionnaires. On a obtenu des réponses majoritairement de femmes, 66,8%, ça fait beaucoup. Ensuite, niveau âge, vous étiez majoritairement entre les 18-29 ans et les 30-44 ans. On va dire, pour ne vexer personne, que vous êtes jeune. Enfin, vous étiez plutôt soit étudiant lycéen, soit cadre supérieur et profession intellectuelle pour plus de 2/3 d'entre vous. Et ça encore, c'est beaucoup. On refait une pause dans les résultats pour faire quelques commentaires. Vous voyez que c'est pas très représentatif de la population générale en France. Ce diagramme, en étoile, c'est la répartition en pourcentage des différentes classes socio-professionnelles de l'INSEE. La population du questionnaire est en bleu, avec deux énormes pics à 3 et 8, que l'on ne retrouve pas sur le diagramme en rouge. Pareil pour les femmes, en France, on en compte environ 51,6%, et pas plus de 2/3. En plus, le questionnaire, la proportion des 18-29 ans est 2 fois plus importante que celle de la population française. Donc, vous êtes vous, et on ne peut pas extrapoler vos résultats au reste de la population générale. Mais vous allez voir qu'il reste encore quelques surprises. Allez, on passe au bloc suivant, la génétique, plutôt biologique. Pour la première question de ce bloc, vous étiez 57,7% à déclarer que vous saviez que Gregor Mendel, Greg le Boss pour les intimes, était l'un des pères de la génétique moderne. Les médecins ont répondu à 81,9% la même chose. Mais bon, pour les plus jeunes d'entre eux, ça faisait partie du programme de première année. Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose dans les méthodes. Ce questionnaire, c'est du déclaratif. Vous pouviez très bien me mentir, consciemment ou inconsciemment, et je peux pas vraiment savoir, à moins que... Pour revenir à Greg, donc notre boss de la génétique, il n'a pas découvert la structure de l'ADN en double hélice. Ça, c'est Watson et Crick, officiellement, et un troisième larron qu'on oublie tout le temps. Et officiellement, il faut quand même rajouter Rosalind Franklin, qui a d'ailleurs son futur rover sur Mars s'il arrive à atterrir. Donc la bonne réponse à la deuxième question, c'était non, ou à la rigueur, je ne sais pas, soit respectivement 45,6% et 43,5%.
Attendez, y aurait-il eu des petits malins qui ont voulu me faire croire qu'ils connaissaient Grégoire Mandel, mais sans vraiment le connaître? Genre répondre oui à la première question, et répondre à nouveau oui à la deuxième question. Eh bien, vous étiez 9,4%, bande de coquins! On continue avec l'ADN. Les bonnes réponses étaient une grosse molécule faite de sucre, de phosphore et de base azotée, contient de l'information génétique et forme les chromosomes. Qu'est-ce que c'est long à dire? Là, vous étiez encore 53,9% à répondre correctement et franchement, je suis fier de vous. Sinon, je vous le redis, l'ADN ce n'est pas une protéine, mais il y a plein de protéines collées dessus. Ouais. Pour ceux qui ne se souviennent pas trop, allez regarder l'épisode pilote. Soyez indulgents, c'était ma première vidéo sur le YouTube Game français. Voilà, elle est en fiche par ici. La question d'après, c'était sur les chromosomes. Et les bonnes réponses étaient, ils sont au nombre de 23 paires, X et Y correspondent aux chromosomes sexuels, et ils sont observables sur un karyotype. Alors là, vous êtes carrément 78,4% à avoir répondu correctement. Pour rappel, il y a un épisode sur les chromosomes que je vous mets aussi en fiche. Sinon, pour info, les chromosomes WZ, c'est chez les piaf. Et la dernière question du bloc, et c'est aussi celle qui est la plus tendancieuse, c'est celle qui portait sur des maladies génétiques, et qui faisait le lien avec le bloc d'après. Je vous mets là le diagramme des réponses, et vous voyez que vous êtes plutôt sur la mucoviscidose. Donc là, je dis carrément OK. La mucoviscidose, c'est génétique. Ensuite, vous mettez la trisomie 21, qui arrive en deuxième position. Et moi, je dis oui. Pour moi, oui, pas de problème. Mais certains, un peu tatillons, pourraient dire que c'est une maladie chromosomique. Et oui, le problème vient d'un chromosome en trop, pas d'une mutation dans un gène. Bon, passons. 15,2% ont mis le lupus. Alors, le lupus, c'est une maladie auto-immune. Et pourquoi c'est discutable pour la génétique? Ben parce qu'il existe des facteurs génétiques de prédisposition. Mais il n'y a pas de gène qui, lorsqu'il est muté, donne le lupus à coup sûr, etc. Donc bon, plutôt non, mais encore une fois, c'est discutable. Et vous voyez que là, déjà, la limite est peu évidente à fixer. Ok? Et enfin, les accidents vasculaires cérébraux, dont certains signes que vous voyez quelque part dans l'image, doivent vous faire appeler le 15. Ok? Bon, sinon, après 65 ans, surtout s'il y a du tabac, de l'hypertension artérielle, de l'obésité, du diabète, c'est plutôt pas génétique. Et encore, pourquoi le patient a de l'hypertension artérielle, du diabète, etc. Comment ça? Je trouve de la génétique partout? Et enfin, la fièvre typhoïde. Donc la fièvre typhoïde, c'est une maladie infectieuse, donc on va dire que c'est pas génétique. Mais encore une fois, eh bien, il existe des susceptibilités génétiques à des maladies infectieuses, donc on peut en discuter. Et c'est le cas, par exemple, dans certaines myocardites, donc des infections du cœur. Donc, cette question, j'aurais répondu la mucoviscidose et la trisomie 21, et vous êtes 67,8% à répondre comme moi. Ok, on passe au troisième bloc et la connaissance sur la génétique médicale. Vous étiez 62,8% à n'avoir jamais eu de contact avec un service de génétique médicale, et ça, c'est heureux pour vous. Mais vous étiez aussi 8,5% à déclarer avoir une maladie génétique ou une prédisposition génétique. Et ça, c'est 2 fois plus que ce que l'on s'attend à trouver si on regardait la population générale. Sinon, concernant le travail du médecin généticien, vous êtes plutôt partagé entre consultation et travail en laboratoire de recherche. Alors, pour info, tout ce que j'ai listé dans ce questionnaire sont des activités que le médecin généticien peut réaliser. Donc je vous remets la liste ici et les résultats. Personnellement, je vais probablement faire beaucoup plus de consultations que de travail en laboratoire. Mais chaque médecin généticien aura sa propre activité. Venez la question de connaissez-vous le métier de conseiller ou conseillère en génétique? Malheureusement, vous étiez moins d'un tiers à connaître ce métier qui mérite vraiment à être connu. Donc je vous mets en description et j'essaye en fiche le lien vers l'association française des conseillers en génétique. Et pour finir ce blog, vous étiez très majoritairement d'accord pour dire qu'il y avait un intérêt à comprendre les maladies génétiques, 98,1%. Donc voilà qui est fait pour la partie sur la génétique médicale et on en arrive à la partie sur les maladies rares. A priori, les résultats du questionnaire sont superposables avec ceux de sondages déjà réalisés sur cette thématique des maladies rares. Donc les résultats de ce bloc ne sont pas surprenants, mais ils vont probablement vous surprendre. On commence avec les questions qui vous demandaient votre estimation. Je sais, je suis fourbe, mais sinon vous auriez tous répondu « je ne sais pas » et moi j'aurais rien à dire.
Alors pour vous, le seuil pour dire qu'une maladie rare est rare, c'est lorsqu'elle touche une personne pour 10 000. D'ailleurs, c'est 41,8% d'entre vous qui pensent ça. Alors qu'en réalité, le seuil, il est à une personne atteinte pour 2000 personnes. Avec votre seuil de une personne sur 10 000, des maladies comme la mucoviscidose ou le syndrome de Cutellon ne seraient pas des maladies rares. Je vous fais un petit plaisir, vous avez sur ma droite, j'espère que c'est bien sur ma droite quand je montrerai la vidéo, les réponses des médecins qui eux aussi ont du mal à situer ce seuil. Maintenant on continue avec le nombre de personnes touchées en France. Vous seriez plutôt d'avis de dire que les maladies rares doivent toucher entre 100 000 et 500 000 personnes, mais en réalité, elles toucheraient une personne sur 20, donc soit environ 3,5 millions de Français. Et oui, comme le disait l'un de mes maîtres, les maladies rares sont rares, mais les maladies rares sont nombreuses, donc il est fréquent de rencontrer une maladie rare. Et comme je vous aime bien, voici les réponses des 376 médecins interrogés. Et oui, eux aussi n'arrivent pas trop à estimer le nombre de personnes atteintes par les maladies rares. Chers confrères, on va vous travailler au corps, car c'est potentiellement un patient sur 20. On passe rapidement sur les acteurs des maladies rares, et ce qui est cool, c'est que vous connaissiez à peu près tous l'AFM Téléthon. Mais surtout que pour plus de 40% d'entre vous, vous connaissez aussi des associations de patients. Avant de passer à la dernière question, vous ne saviez pas majoritairement qu'il est compliqué et long d'aboutir au diagnostic de maladie rare. Et enfin, la dernière question de ce bloc, je vous demandais quelle était votre estimation du nombre de maladies rares d'origine génétique. Je suis désolé, j'ai pas pu analyser vos réponses parce que je demandais des pourcentages et j'ai récupéré des réponses avec des virgules. Donc j'étais incapable de savoir si le 1 correspondait à 1% ou le 1 correspondait à 100%. Et j'avais beaucoup de 1. Je vous donne quand même la réponse, c'était 70%. 70% des maladies rares seraient d'origine génétique. Ce qui veut dire que toutes les maladies rares ne sont pas génétiques, mais l'inverse est vrai aussi. Toutes les maladies génétiques ne sont pas rares, comme par exemple l'hémochromatose liée au gène HFE ou encore la drépanocytose. Si on doit conclure, franchement, vous êtes plutôt bon sur les bases de la génétique biologique. Et si c'est en partie grâce au projet génétique, franchement, c'est trop cool. Concernant la génétique médicale, vous êtes une population qui connaissait plutôt bien cette spécialité. Mais concernant les maladies rares, j'ai encore du travail. Alors, ne vous inquiétez pas, cette méconnaissance du grand public a l'air d'être quand même connue. Les 2 sondages précédents sur les maladies rares le montraient. Il y a déjà plein de monde qui travaille à améliorer cette connaissance du grand public et je pense notamment aux filières maladies rares. Alors c'est important de le dire, mais les maladies rares, ça peut vous toucher ou toucher l'un de vos proches. Et c'est important de pouvoir avoir l'accès le plus rapidement possible aux bons professionnels de santé pour avoir la meilleure prise en charge possible. Merci à tous pour vos réponses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo ou les autres vidéos de la chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Et sur ce, à bientôt sur Génétique.